à la sanction. Merci de me poser d'entrée de jeu cette question qui concerne le cadre général de la gestion d'un pays. Comme vous le savez, la Constitution est un résumé de l'ensemble des règles sur lesquelles les habitants de ce pays se sont mis d'accord. Dans la situation qui nous concerne actuellement, il est évident que les règles sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord ont fait l'objet de modifications successives. Par exemple, en ce qui concerne l'élection du président de la République, mais également pour d'autres volets qui sont tout aussi importants. La forme que ça devrait prendre, c'est d'abord la convocation d'une grande assemblée constituante permettant de mettre en cause, de remettre à plat d'abord la forme même du régime sur lequel nous devons vivre. Car voyez-vous, nous avons dans notre pays une singularité. Dans ce pays, nous avons un président de la République, un vice-président de la République qui n'est pas voté mais nommé par le président de la République, un premier ministre qui est à la fois responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale. Ce qui fait que nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Je crois que nous devrions choisir de soit retourner vers un régime totalement présidentiel dans lequel le président de la République serait élu en ticket avec quelqu'un qui serait le vice-président élu, avec évidemment droit de succession, parce que c'est ça le problème d'un président élu avec un vice-président. Donc un président élu avec un vice-président ayant droit de succession, ou bien de rester dans un régime purement parlementaire dans lequel le Premier ministre serait désigné par le parti qui sortirait vainqueur des élections législatives. Mais dans tous les cas de figure, et dans ce cas, on serait dans un régime purement parlementaire. Mais dans tous les cas de figure, je crois qu'il faut que l'on tranche. Et il ne m'appartient pas à moi de trancher. Si vous me demandez ma préférence, je vous dirais que je préférerais de très loin un régime parlementaire dans lequel le Premier ministre serait investi des pleins pouvoirs pour exécuter la conduite de la politique économique, mais ce Premier ministre serait naturellement entièrement responsable devant le Parlement. Mais encore une fois, il faudrait que ça fasse l'objet d'un débat et peut-être que la majorité des gens n'approuverait pas cette option. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut voir dans cette réforme politique. Elle concerne la magistrature. L'une des choses qui a fait le plus de tort à notre pays depuis qu'il existe, et je dirais depuis que je travaille en tout cas, c'est l'absence de mécanismes de contrôle qui soient fiables. Les mécanismes de contrôle dans un pays normal, ils sont pour l'essentiel rattachés au dispositif judiciaire. Or, nous avons un système judiciaire qui est dépendant du Conseil supérieur de la magistrature, lequel conseil est dirigé par le président de la République. Je crois que nous sommes tous des êtres humains et que le président de la République peut avoir des préférences, des faiblesses, etc. Il serait souhaitable que la réforme sur ce point-là soit entreprise pour installer un Conseil supérieur de la justice dans lequel nous retrouverions des magistrats professionnels et des personnes qui n'appartiennent pas au corps de la magistrature, c'est-à-dire des personnalités choisies sur des critères à établir, ça ferait partie de ces travaux, mais avec à la tête de cet ensemble un président qui est élu parmi les membres non magistrats, de telle sorte que nous ayons un ensemble qui fonctionne en lui-même. Je pourrais entrer dans le détail de ça, mais j'ai une troisième chose que j'ajoute. Dans un pays comme le nôtre, où nous avons besoin du consensus, je crois qu'il est essentiel que nous définissions, dans le cadre de ces réformes constitutionnelles, un statut de l'opposition. L'opposition, dans un pays, si on a une élection à 2 tours, car cela devrait faire partie des réformes évidemment, si on a une élection à 2 tours, l'opposition, celui qui vient en deuxième position, c'est-à-dire celui qui n'est pas le vainqueur de l'élection, il va malgré tout représenter une partie significative de la population. Il serait souhaitable que cette personne-là fasse, disons,
se voit reconnu un statut de chef de l'opposition, ayant pour cela des égards qui lui sont dus, parce qu'il représente malgré tout une grande partie de la population. Donc il le faut, je pense, donner à cette personne un statut. Alors sur cette révision envisagée de la Constitution, allez-vous recourir au peuple sous forme référendaire ou au Parlement? Ah non, l'idéal serait que si nous convoquons une assemblée constituante dès le départ pour des choses aussi importantes, l'idéal serait d'aller vers une révision par voie de référendum, bien sûr. Alors vous parlez également de redimensionner l'État. Sur quoi va porter ce redimensionnement? Sur le nombre d'institutions ou leur composition? Là, vous avez attaqué vous abordez un deuxième aspect du problème dans notre pays. Si vous faites le décompte, si vous regardez la carte administrative du Gabon, il n'y a en réalité aucun critère sur lequel on puisse se baser portant sur la taille. Si vous prenez par exemple la délimitation des cantons, vous avez des cantons qui ont 10-15 villages, comme vous avez des cantons qui ont une cinquantaine de villages. Vous avez des cantons qui ont en superficie, qui représentent des distances qui vont jusqu'à 100 km, et vous avez d'autres cantons qui représentent des distances beaucoup plus courtes. En fait, il n'existe pas apparemment un critère permettant de délimiter les espaces administratifs. Donc, je crois qu'il serait raisonnable et nécessaire de procéder à une redélimitation administrative du territoire pour établir d'abord un principe d'équité entre les provinces, entre les espaces, et pour avoir le souci de l'efficacité. Si vous regardez aujourd'hui le Gabon, vous regardez la situation en 1960, pour ne prendre que cet exemple-là, il y a des provinces qui, en 1960, avaient déjà, à l'époque on ne parlait pas de départements, on parlait de districts, qui avaient 5 districts. C'est le cas du Wellington. En 2016, 56 ans plus tard, le Wellington a toujours 5 districts. Mais vous avez d'autres provinces qui, en 1960, avaient 3 districts ou 4 et qui, en 2016, se retrouvent avec 8 ou 10 districts. Quel est le critère? Il faut qu'on se mette d'accord sur un critère pour faire évoluer les choses de la même façon. Sinon, nous arrivons à des iniquités qui ne sont pas correctes du point de vue de la situation. Mais surtout, on met en route des processus qui conduisent à des dépenses récurrentes. Quand on met en place des institutions, ces institutions entraînent naturellement des charges de fonctionnement. Dire que nous avons 5 assemblées départementales, ça veut dire que nous avons des dépenses pour ces 5 assemblées départementales. L'illustration de ce que vous dites, c'est notre Assemblée nationale où on trouve des députés de 300 électeurs alors que d'autres pèsent 2000 électeurs. Voilà. Encore que, voyez-vous, sur ce point, je crois que nous avons besoin d'une réflexion parce que nous avons un arrière-pays qui est en train de se dépeupler. Et les députés de l'arrière-pays, ceux qui vont dans les distances les plus lointaines par rapport à la capitale, je crois qu'il faut peut-être envisager un mécanisme de péréquation permettant de prendre en compte le facteur de distance par rapport à l'Assemblée ou le facteur de distance géographique par rapport à la surface qu'ils doivent couvrir. Parce que sinon, nous aurions peut-être une iniquité aussi, parce que certains doivent couvrir de très grandes distances pour pouvoir couvrir leur superficie. Quand vous êtes député dans une zone qui fait 100 et quelques kilomètres avec des routes qui ne sont pas en bon état, ben vous n'êtes pas comme quelqu'un qui est député dans une grande métropole comme Libreville ou Port-Gentil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de population, mais qui concentre son activité dans une zone où à la limite il peut circuler en taxi. Vous proposez donc une réglementation à 2 vitesses, une pour les grandes villes, d'autres pour l'arrière-pays? Je pense qu'il faut mettre en place un système de péréquation, oui, là-dedans. Okay. La suite de ce volet avec Martial Djibinda. Monsieur le Président, on va revenir un tout petit peu en arrière sur la proposition, le régime pour lequel vous optez. Et vous l'avez dit très clairement que votre penchant serait pour le régime parlementaire. Et cela, vous l'avez dit, hein, afin donc une réforme complète de la Constitution pour réduire la concentration des pouvoirs entre les mains du président, pouvoir que vous jugez excessif. Est-ce que cela émane de votre expérience de Premier ministre? Lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez constaté qu'il y avait trop de pouvoir entre les mains du président et pas assez pour le Premier ministre?
Mais les pouvoirs du président de la République ne sont pas définis par rapport à ceux du Premier ministre. La question que je soulève est une question qui concerne, que n'importe quel citoyen peut observer. Vous avez une élection, un président de la République, et son pouvoir s'étend du droit de grâce à la nomination complète de l'ensemble des personnes dans l'administration et dans les différentes fonctions. Donc, nous avons effectivement une très grande concentration des pouvoirs entre les mains du président. Et s'y ajoute le fait que, lorsque on regarde bien, la question de la durée de la limitation des mandats, que nous n'avons pas encore tranché, qui devrait faire l'objet du débat dans le cadre de la révision constitutionnelle, la question de la limitation des mandats est résolue lorsque vous allez vers un régime parlementaire. Parce que vous pouvez avoir finalement une modification. Vous avez conscience qu'en optant effectivement pour ce régime parlementaire, on sort un peu du canevas qu'on remarque dans la plupart des pays africains qui sont plus dans le régime présidentiel. Pourquoi Les pays les plus avancés sur Terre, ce sont en tête les États-Unis. Ils ont un régime présidentiel pur, avec un président et un vice-président élus, ayant droit de succession. Et si vous sortez de là, vous avez dans le bloc des pays européens, à l'exception notable de la France, qui a un régime avec un président et un premier ministre qui est dans un régime semi-parlementaire, tous les autres quasiment que vous voyez, vous prenez l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., ce sont des régimes parlementaires. La Turquie, l'Israël... Comment expliqueriez-vous aux Gabonais ce soir qui vous suivent et qui certainement sont curieux de voir les mécanismes de ce régime parlementaire? Déjà, il y aura toute une culture démocratique peut-être à changer ou inculquer aux Gabonais pour maîtriser effectivement le déroulement de cette nouvelle formule, puisqu'on peut l'appeler ainsi. Comment est-ce que vous définiriez cela, décririez ce régime en français facile, on va dire? Le président de la République, dans notre constitution actuelle, définit la politique de la nation. Ensuite, la même constitution dit le Premier ministre conduit la politique de la nation. Ce qui veut dire clairement que, par exemple, nous sommes là à l'élection présidentielle, je vous ai soumis un projet de société. Ce projet comprend un ensemble de promesses et d'orientations permettant de parcourir les 7 prochaines années. Lorsque le Premier ministre est nommé, son rôle dans la Constitution actuelle consiste à mettre en route la politique qui a été définie par le président de la République. Et il arrive même souvent que le président qui a défini la politique change sa propre compréhension de la politique au fur et à mesure que les années passent ou que les mois passent. Et le Premier ministre qui doit mettre en route cette politique, lui est responsable de cette exécution de la politique du président de la République. Je pense que ça fait une grande dilution de la responsabilité. Les responsabilités ne sont pas claires dans l'esprit des présidents. Et c'est pour ça que nous avons souvent une implication anormale du président de la République dans l'exécution de la politique économique. En réalité, le président de la République n'a pas de mandat de conduite de la politique économique. Son mandat constitutionnel, c'est de définir la politique économique et de regarder le Premier ministre agir. Ce n'est pas le cas. Donc ce que je dis, ce que je crois, c'est que dans un régime parlementaire, celui qui va à une élection est un parti politique, et ce parti politique, s'il gagne, il désigne son chef qui a défini la politique en question et qui l'exécute, et il est responsable. Alors un régime parlementaire calqué sur plutôt le régime britannique plutôt qu'Israël. Je vous dis, tous les régimes parlementaires, actuellement, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Turquie, tout le principe. Mais l'Italie, monsieur le Premier ministre,
comment dire, montre un visage aussi aujourd'hui d'instabilité justement lié à ce régime. C'est un des risques des régimes parlementaires. C'est un des risques des régimes parlementaires. Et comment comptez-vous Mais c'est un risque qui est ce risque, oui, démocratique. C'est-à-dire que c'est un risque où on vit vraiment la démocratie. Si les gens ne sont plus d'accord, on demande au gouvernement d'organiser de nouvelles élections. On fait de nouvelles élections et quand le Premier ministre ne se sent plus légitime, il dit à la population, moi, je remets mon mandat en jeu, je demande qu'on refasse des élections. Et la population a le droit de dire à ce moment, nous ne voulons plus lui redonner la majorité, on la donne à quelqu'un d'autre et vous avez une nouvelle majorité parlementaire. C'est une vraie... il y a une grande vitalité de la démocratie dans le système parlementaire. C'est vrai qu'il y a dedans beaucoup d'instabilité. Vous parlez tout à l'heure également des mandats. Raymond Ndonsima, élu premier mandat 7 ans, renouvelable une fois pour 5 ans. Est-ce qu'on a bien compris? C'est bien ce que j'ai dit. Oui. Dans mon projet, je dis... Pourquoi de 7 à 5? Il faut limiter le mandat à 2 ans, à 2 mandats, pas plus. Et si quelqu'un est élu une première fois, il a besoin de 7 ans, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que dans notre système, on a besoin d'abord de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est, etc., et de conduire réellement un projet. Il y a un temps d'adaptation et d'apprentissage. Il faut le reconnaître. Par contre, lorsqu'on rebelote, si on était déjà le président, et qu'on est le président qui reprend le mandat, je pense qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de temps d'apprentissage parce que c'est vous qui venez de terminer le mandat et qui avez la marge de manœuvre. Donc dans ce cas-là, il faut revenir à 5 ans. Est-ce que ça ne dénote pas là plutôt d'un manque de, comment dire, prise de position finalement, parce que le Gabon est quasiment l'un des derniers pays aujourd'hui qui a conservé 7 ans, alors que les pays européens... Et vous proposez le premier à 7 et le second à 5. Oui, je suis favorable d'abord à un mandat à 7 ans au départ. Je ne suis pas convaincu que nous puissions, dans les conditions actuelles de notre pays, aller sur un régime de 4-5 ans. D'abord parce que le dispositif statistique de notre pays, en ce qui concerne les finances publiques, n'a pas atteint la performance qui permet à des grands pays de fonctionner normalement. Je m'explique. Quand quelqu'un est élu président, il va prendre... C'est le cas à l'heure actuelle. Nous allons à des élections. Je n'ai aucune idée exacte de la situation réelle des finances publiques aujourd'hui. Celui qui serait élu demain devra commencer par faire une ligne de césure pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé dans les derniers mois et quelle est la réelle situation du pays financièrement. Ça va prendre plusieurs mois. Donc, je crois qu'il faut rester dans une logique d'un mandat au départ de 7 ans. Alain, tu voulais... Oui. Monsieur Ndonsima, le régime parlementaire que vous voulez instaurer, sera-t-il bicaméral ou monocaméral en tenant compte du nombre de la population que nous sommes? Est-ce que... Vous êtes pour 2 chambres? J'ai dit clairement dans mon projet que si j'étais élu, en tout cas si je procède à, ou si j'insuffle une révision constitutionnelle, si je la mets en route, ce que je mettrai dedans, c'est le maintien de 2 chambres. Une chambre haute, une chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et un Sénat. Cela étant, on peut parfaitement garder les 2 chambres et réduire la taille de ces 2 chambres. Il n'est pas nécessaire de maintenir 120 députés, pas plus qu'il n'est nécessaire de maintenir 100 sénateurs. Et vous pouvez expliquer la nécessité de maintenir pour vous les 2 chambres? L'Assemblée nationale et le Sénat ne font pas le même travail. Je pense que l'Assemblée nationale est au contact général des problèmes généraux de l'ensemble du pays. Alors que les sénateurs sont quand même, malgré tout, qu'on le veuille ou non, des gens qui sont beaucoup plus attachés à la partie décentralisée, à la partie à l'arrière-pays. Vous me direz, le député aussi, oui. C'est pour ça d'ailleurs que le nombre de sénateurs doit être un peu plus réduit, parce que le champ couvert par le sénateur devrait être un champ géographique plus large. Mais je suis convaincu que les élus locaux ont besoin d'avoir quelqu'un qui constitue leur relais et d'avoir une chambre qui constitue
le point d'aboutissement de leurs problèmes. Alors, vous prenez bien, on l'a compris, hein, pour le maintien des deux chambres. En revanche... Et à la réduction de la taille de ces deux chambres. Et la réduction de la taille de ces deux chambres. En revanche, vous souhaitez rassembler 3 en 1, c'est-à-dire le CNC, le Conseil national de la communication, le CND, le Conseil national de la démocratie et le médiateur en une entité. Est-ce réalisable? Est-ce réaliste? Comment? C'est nécessaire. Au fond, que font le CND et le médiateur? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a double emploi? Si le système, si la médiation fonctionne, c'est une médiation qui doit pouvoir couvrir aussi bien les problèmes entre les individus que les problèmes entre les partis politiques. Donc, je crois qu'il y a normalement matière à réunir tout cet ensemble-là dans une institution qui peut avoir plusieurs chambres, mais une institution qui a une seule tête et dont la fonction est d'huiler le dispositif politique de l'ensemble du pays. C'est cela en fait la finalité. Le dispositif politique et social, que veut le médiateur? C'est d'apaiser les tensions qui peuvent apparaître entre les composants de la société. Donc, si vous avez une institution qui a pour but d'apaiser les tensions, le Conseil national de la démocratie, à quoi il sert? À apaiser éventuellement les tensions entre les partis politiques. Donc, finalement, c'est la même fonction. Est-ce que le problème ne réside pas finalement dans la façon dont ces entités fonctionnent, plutôt que de les fondre? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable plutôt de faire en sorte, puisque vous voulez réinstaurer l'état de droit, de faire en sorte que ces institutions fonctionnent telles que le prévoient les textes? Parce qu'il semblerait que le problème soit également à ce niveau. Si vous voulez mon avis, au fond, d'abord le CND est une entité dont on peut réellement discuter de l'utilité. Si le système démocratique fonctionne normalement, toutes les entités, toutes les composantes de la collectivité, du domaine politique, devraient trouver les moyens et les mécanismes de se parler et de fonctionner. C'est parce qu'il y a des entraves dans le fonctionnement du système démocratique que nous avons besoin à nouveau d'avoir une entité qui est en quelque sorte une instance de régulation au niveau politique. Mais en réalité, si vous regardez dans l'ensemble des grandes démocraties, Conseil national de la démocratie, ça veut dire quoi? À la différence du candidat que nous recevions tout à l'heure, vous avez été Premier ministre. Durant vos fonctions, avez-vous fait la proposition de leur fusion? Quand j'étais Premier ministre, le CND n'était pas encore mis en place. Alors, il existait, mais pas sous sa forme actuelle. Oui, il n'était pas exactement. Il existait, mais pas sous cette forme actuelle. Oui, en effet. Mais il ne fonctionnait pas beaucoup. Premier ministre, vous avez dû également évoquer ou aborder ou toucher les questions d'intégration. Vous savez que, parlant justement de la sous-région, le Gabon a du mal à accepter cette libre circulation. Quel est votre avis sur la question par rapport à l'intégration sous-régionale? Mon avis sur cette question est très clair. Le monde entier, ce n'est pas seulement nous, le monde entier fonctionne actuellement sur le mode de l'intégration. Des grands ensembles qui se constituent. Je rappelle qu'au sud de l'Afrique, vous avez la SADC. À l'ouest, au nord de nous, au nord de l'équateur maintenant, donc un peu dans la partie ouest africaine, vous avez la CEDEAO. Au-dessus, sur le Maghreb, vous avez la communauté des pays du Maghreb. Quand vous allez un peu plus haut, vous voyez que les pays de l'Europe ont constitué l'Union européenne, qui est partie de 6 membres à 28, même s'ils sont en train de revenir à 27. Vous allez en Amérique du Nord, vous voyez bien que le Mexique, les États-Unis et le Canada ont formé une alliance. Et quand vous allez en Asie, vous avez également des alliances qui sont constituées. Mais pour former une alliance, il faudrait d'abord je voudrais aller à votre question. Certaines assises politiques. Non, je viens à votre question. Quand vous regardez au départ l'Union européenne, elle n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Elle était à 6 pays, elle n'avait pas la force qu'elle est aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que l'intégration dans notre sous-région est une fatalité. Nous ne pouvons pas échapper au mouvement de l'histoire. Maintenant, la question, c'est
sous quelles conditions faisons-nous cette intégration? Sous quelles conditions? La première condition est que, du point de vue des hommes et des femmes qui constituent l'espace CEMAC à l'heure actuelle, nous avons besoin d'avoir une information claire, fiable sur la composition des individus dans cet espace. Pour permettre aux forces de sécurité de tous les pays que nous sommes, que nous constituons, d'avoir la possibilité de remonter toutes les informations nécessaires à la sécurisation de l'ensemble, parce que c'est notre sécurité à tous. Et c'est l'un des points qui, à mon avis, pose problème dans l'intégration actuelle. Mais l'intégration, c'est une opportunité d'extension du marché. Nous avons 2 millions d'habitants. À 2 millions d'habitants, nous n'avons pas un marché très viable pour un certain type de production. Nous avons donc besoin d'ouvrir ce marché. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour la Guinée équatoriale, mais c'est vrai pour le Centrafrique, c'est vrai pour le Congo, même si le Cameroun est beaucoup plus gros que nous tous et qu'après lui, il y a le Tchad. Vous voyez, quand on met tout ça ensemble, si on pouvait ouvrir ce marché à l'ensemble et faire circuler les produits à l'intérieur de cet ensemble, nous constituerions un marché qui commence à devenir viable et utile pour tout le monde. Mais il faut d'abord réunir les conditions permettant d'assurer la circulation et des personnes et des biens de façon tout à fait sécurisée. Mais justement, dans ce sens, ailleurs, les unions se sont formées sur la base de certains critères. On définit d'abord des critères qu'ils ont appelés des critères de convergence. Or, chez nous, on accède à un marché sans réunir un minimum de critères. Autre chose, en intégrant cette union et l'ouvrir à tout va, qu'est-ce que le Gabon, par exemple notre pays, propose à l'union? Nous n'avons rien à proposer. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, il faut voir comment ça s'est passé à l'Europe, par exemple. Vous voyez, l'Europe, ils ont mis en place l'euro il n'y a pas si longtemps, l'euro. Nous avions déjà un critère de convergence qui a marché. C'est-à-dire que depuis les années 1960, volontairement ou non, nous avons eu le franc CFA. On peut le changer, mais nous avons appris en utilisant une monnaie commune comment ça fonctionne une monnaie. Le fait que ça soit rattaché au franc français et à l'euro, c'est une autre question, mais le mécanisme d'utilisation d'une monnaie communautaire, nous avons appris à le faire et nous avons là un puissant facteur de convergence. Oui, au-delà de la monnaie. Maintenant, qu'est-ce que nous avons offert aux autres? Ça dépend. Pour l'instant, nous avons des pays qui produisent plus ou moins les mêmes biens. Nous n'allons pas exporter notre bois vers le Cameroun, Non, pas du tout. et ni le Cameroun vers nous, et ainsi de suite. C'est parce que nous n'avons pas encore diversifié suffisamment nos économies que nous continuons à être très tributaires de ce qui est l'exploitation des économies de rente. Ça doit donc être la base de la condition d'intégration, d'abord diversifier notre économie avant de... Mais je vous rappelle que dans le cadre de l'intégration, l'un des objectifs de l'intégration devrait être la promotion de grands projets communautaires. Je vous donne un exemple. Est-ce que nous sommes sûrs que la mine de fer de Belinga n'existe qu'au Gabon? Imaginons que cette mine-là ait des extensions au Congo et au Cameroun voisins. Ne voyez-vous pas que ce serait l'intérêt de l'ensemble de ces trois pays, non pas de chacun exploiter cette mine à part, mais d'aller vers la mise en commun de leurs moyens pour faire un grand conglomérat industriel dans le domaine de l'acier. Ça, c'est un projet communautaire. Avant de songer à la mine qui n'est pas encore mise en exploitation, vous avez été Premier ministre, on a parlé à un moment donné des champs de pétrole à la lisière entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Comment sont exploités ces gisements de pétrole? Non, les mines de pétrole entre la Guinée équatoriale et le Gabon, c'était un autre problème dans la mesure où il y a un contentieux, un conflit, disons un désaccord sur la ligne de passage de la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, c'est un problème un peu différent. Les frontières posant problème, chacun commence à se dire, mais avant qu'on se mette à exploiter, il faut qu'on sache ce qui est ma part là-dedans par rapport à la mise en œuvre de ça. Mais je parle d'une zone, pour prévenir le gisement de fer, je parle d'une zone où les frontières sont bien délimitées, où il n'y a pas de problème, mais nous aurions un grand intérêt, et du point de vue de l'électricité à produire, et du point de vue de l'extraction, et du point de vue de l'évacuation, à mettre tout cela ensemble. Ce serait un exemple. Et ça serait un grand projet communautaire où nous aurions, chacun d'entre nous, un intérêt à travailler, mais qui donnerait un volume
de travail très important, alors même que peut-être chacun de nos pays n'a pas la capacité financière de déclencher réellement la mise en œuvre de ces projets. Oui, mais Monsieur le Président, c'est toujours que cette espèce de cogestion est toujours source de problèmes. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses spécificités. Donc, à chaque fois, il faut chercher à coordonner toutes ces actions pour qu'il n'y ait pas véritablement... Ce que vous dites est exact. Les expériences passées, notamment dans le domaine pétrolier, de la raffinerie de pétrole, puisqu'il faut bien le dire, il y avait une raffinerie de pétrole communautaire entre le Gabon, le Congo et le Cameroun. Et que cette raffinerie, finalement, a été abandonnée aussitôt que les autres ont pu le faire pour aller vers des projets. Mais les échecs sont là pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire et nous montrer ce que nous devons éviter pour aller de l'avant. Le monde entier, je vous répète, travaille dans la logique d'une plus grande intégration. Nous avons des effets multiplicateurs à trouver en allant soulever un certain nombre de charges qui sont difficiles. Vous voyez, si je viens soulever votre chaise, moi tout seul, je sens mon poids. Mais si les deux personnes qui sont autour de vous se mettent ensemble pour la soulever, chacun d'entre eux prendra la moitié de la charge. Et donc, ce sera beaucoup plus facile. Je pense, je le dis parce que nous avons un intérêt commun à donner une impulsion économique à l'ensemble de la sous-région. Et nous ne serons pas une zone de prospérité seule. Si nous avons des problèmes avec l'immigration, une des façons d'empêcher ou de contenir cette immigration, c'est de veiller à ce qu'aux frontières de nos pays, il y ait un volume d'activité suffisamment fort de part et d'autre des frontières, de telle sorte que nous ne soyons pas le seul réceptacle de l'immigration qui va se déployer. Si c'est fait dans une zone de frontière, ben les gens qui viennent se partageront les deux côtés, puisque le projet produira des effets des deux côtés, de part et d'autre. Donc, nous aurons une prospérité partagée dans ces conditions-là. L'évocation justement de ces aspects nous mène de pied en pied dans l'aspect économique avec Alain Richard. Monsieur Ndonzima, je pense qu'on avait déjà un tout petit peu embrayé sur la question. Merci. Alors, on va revenir un peu à vous. Plusieurs fois membre du gouvernement et puis pour terminer Premier ministre. Oui, pour terminer Premier ministre une fois. Ça veut dire que vous êtes au fait de l'économie, l'état de santé de l'économie nationale. Qu'est-ce que vous pouvez en dire succinctement de l'économie nationale? Santé, voilà, sur l'économie. Est-ce que l'économie à l'heure actuelle, elle se porte bien et donc vous ne vous investissez qu'au niveau de la politique si vous êtes élu? Ah non, l'économie gabonaise ne se porte pas bien du tout. Elle ne se porte pas bien. D'abord parce que quand vous regardez le dernier recensement de la population gabonaise et que vous regardez la pyramide des âges, si ensuite vous comparez cette pyramide des âges aux statistiques de l'éducation nationale, vous voyez un ensemble de choses. Premièrement, nous avons une population qui est très jeune. Deuxièmement, nous avons une population qui va de plus en plus à l'école, même si elle n'atteint pas des niveaux de qualification qui sont très élevés, mais cette population va à l'école. Donc, nous avons besoin de créer certains types d'emplois qui sont compatibles avec les niveaux de qualification et de formation que les jeunes ont déjà acquis. Or, notre économie reste fondamentalement, pour l'instant, une économie dont l'essentiel se joue dans le secteur primaire. Mais même dans ce secteur primaire, nous n'avons pas fait les bons choix. Par exemple, si nous prenons l'agriculture, dans le domaine agricole, nous sommes en train de faire des investissements dans les cultures de rente, palmiers, EVA, etc. Je vous rappelle que j'ai été pendant 4 ans et demi directeur général de la Société d'EVA du Gabon. Mais la vraie question c'est, avons-nous la population qui est capable de faire face ou de satisfaire à la demande de main-d'œuvre qu'exigent ces cultures? Des hommes, il y en a, des femmes, il y en a. Mais quand un jeune homme a été à l'école, une jeune fille a été à l'école, et qu'elle a atteint par exemple la classe de 4e, qu'elle a été en classe de 3e, qu'elle est même allée en seconde, en première, en terminale, pensez-vous que ce jeune homme ou cette jeune fille soit en mesure d'aller prendre un emploi de planteur de palmiers ou de seigneur de VA? La réponse est non. C'est non.
Et pourtant, nous créons par ce biais-là des emplois. On ne peut pas le nier. Effectivement, des emplois sont créés. Malheureusement, ces emplois-là sont maintenant destinés à de la main-d'œuvre immigrée. En quelque sorte, nous faisons presque un appel du pied qui est paradoxal. Nous avons un chômage qui est là, nous créons certains types d'activités qui génèrent de l'emploi, mais ces emplois ne sont pas en phase avec le niveau intellectuel, culturel de nos enfants. Nous devons changer de modèle économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas la capacité de faire la concurrence avec notamment un pays voisin comme le Cameroun sur des cultures de rente. Nous n'avons pas la main-d'œuvre suffisante. Ce ne sont pas des cultures sur lesquelles nous pouvons mécaniser les techniques de production, parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, mécaniser la coupe des palmiers, la saignée des EVA ou la récolte du cacao. Tout ça là, ce n'est pas mécanisable. Ça veut donc dire que quoi que nous fassions, nous aurons toutes les peines du monde à résister à la concurrence, parce que lorsque nous mettons une personne à faire une charge, le Cameroun est en mesure d'en mettre 10 sur la même charge. Si vous plantez de la banane, ben les coûts de production du Cameroun en matière de banane seront toujours plus faibles que les coûts de production du Gabon en matière de production de bananes. Donc, le Cameroun aura sur nous un avantage comparatif dans ce domaine-là. Et quand j'étais jeune étudiant, on disait que en matière de commerce international, chaque pays se spécialise dans la production du bien pour lequel il détient un avantage comparatif. Et en la matière, nous n'avons pas d'avantage. Mais ça veut dire que dans l'agriculture que nous devons faire, nous devons nous orienter vers une agriculture mécanisée, vers une agriculture technologique. Par exemple, produire en utilisant des tracteurs pour labourer le sol, ça c'est notre compétence. Parce que même si un pays voisin, lui aussi achète des tracteurs, ben, ce sera un tracteur contre un tracteur. Ce sera en temps de travail passé la même chose. Ce seront les mêmes rendements, les mêmes technologies. Donc nous avons besoin de changer, de faire des choix différents de spéculation agricole, donc de culture, pour que nous soyons capables de nous insérer dans le secteur agricole. Et là, les jeunes peuvent trouver un moyen de s'engager pour pouvoir devenir non pas simplement des ouvriers agricoles, mais même des entrepreneurs agricoles. Alors, Monsieur Ndossima, une fois élu président de la République, vous allez commencer la relance de l'économie par où? Vous allez encourager la consommation, vous allez encourager l'investissement, vous allez faire le mix des deux, ou alors vous allez créer, par exemple, les zones à régime privilégié? Si on doit relancer l'activité économique, comme vous venez de le dire, c'est toujours nécessairement un mixte. Vous ne pouvez pas dire « je ne ferai que cette partie ». La première chose qu'il faudra faire, de mon point de vue, c'est d'essayer de promouvoir la création d'un moteur de croissance endogène. Je vais m'expliquer. C'est un mot qui paraît gros, mais en fait, il faut l'expliquer. Comment fonctionne notre économie? Notre économie fonctionne de la façon suivante. Nous sortons du pétrole de terre, nous le vendons aux prix qui sont affichés sur le marché international. Si les prix montent là-bas, nous gagnons beaucoup d'argent. Si les prix baissent, nous rentrons en crise. Nous n'avons aucun effet, aucune capacité à influencer cette situation. Ce que je propose, ce que je crois qu'il faudra faire, c'est d'essayer de mettre en route des moteurs de croissance interne. C'est-à-dire de promouvoir des activités qui vont agir les unes sur les autres à l'intérieur du pays et permettre à un volume très important, le plus en plus important de personnes, de travailler à l'intérieur du pays. Je vous donne un exemple si vous le permettez. Je dis, si je suis élu demain, nous allons redessiner la carte scolaire. Mais je ne pose pas le problème de l'éducation directement. Il est dedans. La règle que je pose, c'est aucun enfant ne doit aller à l'école à plus de 30 minutes à pied de son domicile. Mais ça veut dire un grand programme de construction d'écoles. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que non seulement en lançant un programme de construction d'écoles à grande échelle,
nous créons de l'activité, nous amenons des gens dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais nous donnons aussi une opportunité à ce que nous avons envie de faire dans le domaine de l'industrie du bois. Voyez-vous, nous voulons une industrie du bois, mais cette industrie du bois, supposons qu'on fasse une industrie de la porte ou bien de la fenêtre. Quand on va commencer à produire ces portes et ces fenêtres, il faut bien qu'on leur trouve un marché. Or, le marché international ne va pas vous absorber la totalité de votre production le premier jour. Que ferez-vous des invendus sur le marché international? Il faut que ces invendus trouvent à se placer, c'est-à-dire puissent être vendus sur le marché local. Donc, si vous créez un programme de reconstruction scolaire, par exemple, ou un programme de reconstruction administrative, ce projet va intégrer 50 000, 100 000 portes et sur des périodes qui vont se renouveler. À ce moment-là, vous pouvez sécuriser les investisseurs qui ont envie de s'engager, les investisseurs privés, parce qu'ils verront qu'il y a une perspective dans le temps, il y a une possibilité d'investir et de renouveler cela plusieurs fois. Ils auront envie de faire les investissements privés dans le domaine de la porte ou de la fenêtre ou de tout ce qui va avec ça. Et ils essaieront, dans un premier temps, d'occuper le marché intérieur, c'est-à-dire les bâtiments que vous faites pour la construction des écoles, mais en même temps, les meilleures portes qu'ils vont faire, ils vont essayer de les placer sur le marché international. Et progressivement, ils vont faire découvrir leurs produits et ils vont basculer petit à petit de 10% peut-être de leur production sur le marché international, petit à petit à 15, 20, 25, 30, jusqu'à devenir des industries qui seraient capables d'exporter sur le marché international. Mais si on ne leur a pas donné à l'intérieur la possibilité de placer une partie de la production, aucun investisseur privé ne viendra investir dans ce domaine. Et c'est pour ça que nous disons depuis des années, nous allons promouvoir l'industrie du bois. Elle ne se met pas en place parce que ça reste du domaine de l'incantation, puisque les investisseurs qui doivent venir se posent la question, mais si je fais ça, où est-ce que je vais placer ma production? Où est-ce que je mets mes invendus? Mais si les privés ne font pas confiance, est-ce que l'État ne peut pas se muer, créer des petites entités qui vont justement créer ce moteur de développement endogène? Non, ce n'est pas ça la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de pousser des investisseurs privés, qui peuvent être des nationaux ou des gens venant de l'extérieur, mais pousser des investisseurs privés à s'engager dans ces opérations. La vraie question, je répète, c'est de sécuriser l'investisseur en lui disant « voici le marché qui est annoncé ». Si l'État annonce demain « je vais faire 50 000 salles de classe », je dis n'importe quoi, je veux dire 10 000 salles de classe, 2 000 salles de classe, etc. À partir du moment où l'État lance cette opération, derrière ça, il se déclenche quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Lors du septennat qui se termine, le président de la République avait annoncé qu'il ferait un programme de 5 000 logements par an. C'était une très bonne annonce. C'était une excellente annonce, mais qui était porteuse d'espérance pour les entreprises dans le domaine de la porte, par exemple. Sauf que, au lieu de faire le projet en sollicitant des transformateurs, des industriels à l'intérieur du pays, on a été chercher les produits à l'extérieur, chez les Turcs par exemple, etc. C'est-à-dire, on a fait venir des préfabriqués de Chine ou de Turquie, ce qui a évidemment enlevé du pain de la bouche de ceux qui auraient dû être des investisseurs gabonais, c'est-à-dire des sources de création d'emplois, parce que dans ces conditions, si ces portes avaient été réalisées par des menuiseries gabonaises, auxquelles on aurait défini des normes, on aurait accompagné ces gens-là. Ces gens auraient créé de l'emploi pour les Gabonais. Et ça fait partie des nombreux regrets que l'on a sur ce qui a été fait et qui aurait dû être fait différemment et qui a été mal fait. Vous étiez Premier ministre à ce moment-là? C'est l'ANGT qui a géré le projet des logements, de la construction des logements. Et comme vous le savez, l'ANGT, en violation de la Constitution, avait sa tutelle à la présidente de la République, c'est-à-dire avait échappé à la tutelle du gouvernement. Oui, Monsieur Ndongsima, économiste de son État, c'est ce qu'il en est lorsqu'il parle de relancer la croissance par l'investissement à grande échelle. Pour ne prendre que le cas des écoles que vous évoquiez tantôt. Mais l'éternelle question qui se pose souvent, c'est quelles seront vos sources de financement?
il faut d'abord distinguer l'investissement. Si nous faisons la promotion des investissements dans certains domaines, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ces sous d'investissement. Je reprends un exemple. Je crois qu'il y a eu un grand barrage qui a été fait à Poubara. Il y a déjà des barrages au Gabon. Je crois que nous avons besoin de faire d'autres barrages. Comme vous le savez, un barrage a été annoncé à Midi qui n'a jamais été mis en place. Un autre barrage a été annoncé à Pougamou qui n'a pas été mis en place. Mais ces barrages, on aurait pu les faire directement par des concessions. C'est une promotion de l'investissement dans lequel les opérateurs économiques privés trouveraient également leur avantage parce qu'ils réaliseraient l'investissement et ils se paieraient dans l'exploitation de ce barrage jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont investi pour pouvoir se repayer. Voilà un exemple. Dans le domaine de l'électricité, on n'a pas nécessairement besoin de mettre sur la table cet argent. On a besoin de trouver des partenaires, de lancer même des appels d'offres. J'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs groupes industriels qui étaient intéressés à faire des barrages au Gabon et pour lesquels il suffirait de définir des cahiers de charges clairs, de lancer des appels d'offres et ces investissements se feraient dans un domaine très important qui est un domaine de compétitivité. Parce que si vous voulez attirer les investisseurs privés dans la transformation, il faut que vous leur garantissiez la régularité de l'électricité et un coût de cette électricité qui soit le plus bas possible. Voici un exemple de financement. Mais M. Dansima, oui, vous étiez Premier ministre. Oui, mais vous me posez la question, je vous réponds. Voici comment ça peut se faire. Mais justement, quand j'étais Premier ministre, quand j'étais Premier ministre, le barrage de FE2 avait apparemment déjà trouvé des investisseurs qui devaient entrer dedans. Comment ont-ils été sélectionnés? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que des difficultés apparemment sont apparues par rapport au tour de table des actionnaires qui ont composé le groupement qui devait faire le barrage de FE2, par exemple. Pourquoi, comment, je ne suis pas capable de vous le dire. Monsieur le Président, vous parlez de production, vous parlez de création d'emplois. Entre-temps, quelque part dans votre projet de société que nous avons parcouru, vous dites, dans un pays faiblement peuplé comme le nôtre, la ressource humaine constitue une ressource rare. Oui. Alors, comment allez-vous faire pour booster la relance économique? Je viens de vous dire que si vous relancez le projet de construction d'écoles, je parlais du côté bâtiment et travaux publics. Mais en fait, derrière ça, il y a un côté culture, éducation et formation. Aujourd'hui, est-il normal dans un pays comme le nôtre d'avoir des salles de classe où dans certains cas, on a 50, 60, 80 élèves? Je sais bien que c'est lié au mouvement de la population. Ça, je le sais. Je sais que dans le même temps, à certains endroits dans l'arrière-pays, il y a des écoles qui sont fermées. C'est un fait. Mais réellement, lorsque vous avez à Libreville certaines écoles où vous avez un nombre très élevé d'enfants, l'université n'échappe pas à la règle d'ailleurs, comment voulez-vous que les enseignants qui sont là prennent en charge de façon spécifique l'ensemble des élèves qui sont là? Nous devons donc nous donner un critère en matière d'éducation, qui est de dire que nous ne devons pas dépasser 25 élèves par salle de classe et par tolérance aller jusqu'à 30 élèves pour permettre aux enseignants d'avoir le temps de prendre bien en charge chacun des élèves qui leur sont confiés et leur donner la possibilité d'assimiler correctement l'intégralité de leur programme. C'est de cette manière-là que, dès le départ, nous nous assurerons que nous avons le moins de pertes possible. Regardez les statistiques de l'éducation nationale et les statistiques de l'UNESCO. Vous verrez que les taux de redoublement dans notre pays sont catastrophiques, ils sont particulièrement élevés. Mais par rapport à la réalité à laquelle nous sommes confrontés, que faire du trop-plein? Lorsque vous allez prendre la décision, par exemple, on ne dépasse pas 25 élèves par classe, il y a déjà un trop-plein. Vous allez construire de nouvelles salles de classe, de nouvelles écoles en un temps... Ah non, je n'ai pas dit que ça allait se régler en une seule journée. Mais le problème dans un processus comme ça, c'est de lancer, c'est de commencer et de s'inscrire dans une démarche que l'on continue progressivement à déployer. Vous ne pouvez pas, même si on vous donnait, même si on disposait de 1000 milliards, même si c'est disponible, mais la capacité d'absorption
de ces 1000 milliards, le temps de faire les travaux, de faire les terrassements, de faire ceci, même avec ça, vous n'arriveriez pas. Donc il faut s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire que progressivement, ça va être absorbé, diminué, pour pouvoir arriver à ces résultats. Alors, M. Nonsima, vous êtes président, vous commencez par quoi pour justement booster les moteurs de croissance endogène? Vous allez commencer par le BTP, vous allez commencer par l'agriculture. Est-ce qu'il y a un secteur bien précis par lequel vous allez commencer et qui sera source de valeur ajoutée pour le pays? Je pense qu'il faut bien se dire qu'on ne commence pas par un seul secteur. Parce que vous ne pouvez pas dire, bon, je ne fais que l'agriculture et tout le reste ne bouge plus. Au moins On est bien obligé. Non, vous avez toujours dans un budget d'investissement un certain nombre de compartiments qui sont mis en place. Ça veut dire que vous avez un budget d'investissement dans lequel il y a une composante agricole, il y a une composante infrastructure, etc. Donc forcément, vous, lors du premier budget que vous faites, vous donnez nécessairement une orientation pour que chacune des composantes démarre dans une certaine direction. Par exemple, si vous avez lancé le programme au niveau scolaire, mais le fait de lancer ce programme au niveau scolaire, de construction des bâtiments et des travaux publics, ça vous amène à pousser le ministère de l'Éducation nationale à organiser les recyclages des enseignants qui vont être amenés à prendre en charge ces enfants. Parce que comme nous ne sommes pas nombreux et que nous voulons nous inscrire dans une logique de qualité, ça veut dire que demain, les enfants que vous aurez dans ces salles de classe, peut-être que ce sont les salles qui sont informatisées. Les enseignants, s'ils n'ont pas reçu une formation pour ça, comment font-ils prendre cela en charge? Il faut donc envisager, pendant que vous lancez les programmes de construction, de mettre en route en même temps des programmes de recyclage de ces enseignants. Vous savez, dans le domaine de l'éducation, je suggère de faire tout pour qu'on remette dans ces systèmes, dans ces dispositifs scolaires, par exemple des cantines scolaires. J'ai dit, aucun enfant jusqu'à 16 ans à moins de 30 minutes à pied de son école. Ça veut dire que cet enfant doit être capable de manger. Mais comment vous donnez à manger à cet enfant? En permettant d'avoir sur le site scolaire des bâtiments qui correspondent à des cantines scolaires. Mais ces cantines scolaires, il faut les alimenter. Ça veut dire que vous créez un marché pour les agriculteurs que vous incitez à produire. Donc c'est un ensemble qui est combiné, qui permet de lancer aussi bien le domaine du bâtiment en donnant des débouchés aux industries du bois, mais le domaine de l'agriculture, les gens qui vont se mettre à produire légumes, fruits, etc., en leur assurant des marchés, de permettre aux gens qui vont se mettre dans la partie qui concerne le transport, d'avoir les capacités à assurer ce transport. Donc c'est un ensemble qui est combiné, qui permet que chacun des secteurs interagisse sur l'autre. Et c'est ça que j'appelle une croissance intérieure qui est dépendante d'une partie seulement de ce qui se passe à l'intérieur du pays, et non pas qui dépendrait seulement de la conjoncture internationale. Alors, monsieur Nonsima, avec quoi allez-vous financer votre budget d'investissement? Mais le budget d'investissement de l'État gabonais, pour l'instant, est financé par un ensemble de recettes qui sont des recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles. Je n'ai jamais dit, et je crois, qu'il fallait supprimer les ressources naturelles. Je dis simplement qu'il faut prendre la bonne distance dans le temps, la bonne orientation, pour que progressivement, nous ayons le moins de dépendance possible de ces recettes qui viennent des activités d'extraction des ressources naturelles et progressivement créer de la richesse sur d'autres choses. Mais pour l'instant et pendant un certain temps encore, nous aurons l'exploitation du bois, l'exploitation du manganèse, le pétrole, même s'il est déclinant, le pétrole, tout ça continuera à fournir des recettes. Monsieur, on a du mal à percevoir la chose parce que tout simplement, c'est pas chiffré. On ne sait pas, vous avez besoin de combien, la première année de votre mandat, vous avez besoin de combien de milliards pour construire combien de logements, combien d'écoles, combien d'établissements? Non. Et c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure, justement, de priorité, en dépit du système de vase communicant. Ça fait partie des erreurs qui ont été faites dans notre pays. Il faut changer la philosophie de construction du budget. Un pays doit faire la politique de ses moyens et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Dans un budget, on doit se donner des règles de répartition. Si j'ai un budget qui représente 100, je dois consacrer 60 au fonctionnement et 40 à l'investissement. C'est une règle que je me donne. À l'intérieur de cette règle,
Ça veut dire que si j'ai 1000 milliards de budget, ben je mettais 600 milliards en fonctionnement, 400 milliards en investissement. Si j'en ai 2000, ben j'irai à 800 milliards. J'irai à 1200 milliards en fonctionnement et 800 en investissement. Ça, c'est déjà la première règle. Ensuite, la deuxième dit, je dois me définir des priorités dans les secteurs productifs. Par exemple, je dois pouvoir dire que la sécurité, l'éducation, la santé doivent pouvoir prendre chacun 15% de nos ressources. 15. Mais les ressources varient en fonction Eh bien, le budget, des recettes. Mais des recettes annuelles. Oui, mais bien sûr, ça veut dire que voilà. le volume... Si vous les repartissez en termes de pourcentage chaque année... C'est exactement comme ça que l'on doit procéder. Et le reste, c'est une erreur. On doit procéder en se disant, nous n'avons que ça comme revenu, ou bien nous avons ça comme revenu, et à l'avance, on affecte une partie de ces revenus à quelle partie de ce que nous avons. Tu permets à Richard. Juste Oui, mais je reviens à ça. Avant de donner la parole. Je vous en prie, je reviens à ça. Oui, allez-y. Si vous avez 100 milliards de budget d'investissement, vous devez vous dire, sur 100 milliards, il y aura 15%, donc 15 milliards affectés à la sécurité, 15 milliards affectés à l'éducation nationale, 15 milliards, par exemple, affectés à la santé. Ça doit être une règle fixe. Si vous passez à 200 milliards de budget, ben vous aurez 30 milliards pour la sécurité, 30 milliards pour la scolarité, l'éducation, et 30 milliards pour... Voilà comment ça doit fonctionner. Et vous ne faites pas ce que nous sommes en train de faire, régulièrement des dépenses hors budget. C'est-à-dire qu'on dépasse les enveloppes que l'on a et on se met à faire, à avoir le ventre qui est plus gros que ce qu'on peut avoir. Il faut être raisonnable et faire la politique de ces moyens. Donc, M. Ndontsima, président, vous n'allez pas recourir à l'emprunt. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Oui. Quand vous définissez les ressources de votre pays, vous vous donnez là également une règle. Dites, nous ne dépasserons pas en emprunt 20% de nos recettes propres. C'est le chiffre que vous donnez. Il doit être déterminé par le calcul qui vous permet de supporter la charge de la dette correspondante, c'est-à-dire les frais que vous allez avoir pour rembourser cette dette. On n'emprunte pas l'argent parce que, bien sûr, le marché va vous dire, vous êtes bien, on peut vous prêter, vous avez des ressources. Non, vous avez une ligne de conduite qui vous amène à déterminer des montants, des plafonds que vous décidez de ne pas franchir. Donc, Ndontsima, ce n'est qu'à la fin de l'année ou bien à la fin de votre mandat qu'on va constater vos réalisations, ce que vous aurez fait. Pas du tout. Mais dès le premier budget... Mais on ne saura pas, en termes de quantité, ce que vous allez réaliser. Non. Vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui, je vais investir, je vais construire 10 000 salles de classe. D'abord, aujourd'hui, quel est le niveau de la dette de l'État? Personne ne le sait. Vous avez vu la dernière loi de règlement? Je ne l'ai pas vue. Que devons-nous aux autres? Je n'en sais rien. Il se pourrait que la première tâche du prochain président de la République soit de commencer par mettre de l'ordre dans les sommes que nous devons aux uns et aux autres. C'est donc en homme méfiant que vous avez pris le soin de ne pas parler des chiffres dans votre projet de société. Par contre, vous avez terminé chaque grand titre par « ça nous changera ». Cela nous changera. Cela nous changera de quoi que... De la façon de faire actuellement. De cette façon de faire qui veut que, à la limite, nous passons beaucoup de temps à improviser et nous ne nous imposons pas de règles. Une règle, c'est de dire, même vous, regardez vous-même, nous tous là, nous sommes les chefs de famille. Quand nous avons notre salaire, nous nous donnons une règle pour, si nous ne sommes pas propriétaires, le loyer de la maison que nous allons prendre. Je me dis, je gagne 100 000 francs, je ne dépasserai pas 50 000 francs pour ce qui concerne mon logement. C'est une règle qu'on se donne. Eh bien, c'est la même chose que vous faites pour la nourriture. Vous affectez une part de votre revenu à votre nourriture. L'État ne diffère pas du ménage. L'État est exactement comme un ménage. Il affecte des ressources à un certain nombre de dépenses en fonction de ce qu'il a. Il ne peut pas se mettre à dépenser simplement comme ça, sans compter. Vous venez de faire un certain nombre de rappels liés à l'orthodoxie financière, M. Ndontsima. Vous avez été Premier ministre. Avez-vous même mis en application les règles que vous énoncez? Vous vous rappelez que quand j'étais Premier ministre, puisque vous en parlez, j'ai commencé par un exercice simple, important, qui concernait la régularisation des situations administratives des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un stock d'agents publics de l'État, dont certains ont des arriérés sur ce qu'on leur doit, d'autres travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans
sans savoir s'ils sont recrutés et pas recrutés, mais on les emploie. Et finalement, vous avez une situation qui devient une situation surprenante parce que vous avez des gens qui ont accumulé des droits, mais ces droits-là, vous n'envoyez pas la contrepartie financière. Donc, la première chose à laquelle je me suis attaché, c'est de dire, nous allons régulariser les situations administratives. Quel était l'objet? C'est au-delà de la régularisation et au-delà du paiement de ce qui était dû aux agents, d'avoir une idée exacte de ce qu'est la charge de l'État en ce qui concerne ses dépenses de personnel, ce que l'État doit provisionner et payer. C'est à ce moment seulement que vous pouvez vous dire, nous dérapons ou bien nous ne dérapons pas. C'est à ce moment, quand vous avez fait cette opération de vérité, que vous pouvez dire, le niveau de salaire que les gens touchent est trop bas, nous allons l'ajuster à la hausse, ou bien nous pensons que nous pouvons rester comme ça. Tant qu'on ne sait pas ça, vous ne pouvez pas prendre les décisions de gestion qui concernent ces effectifs. Donc, la chose à laquelle je me suis attaché, principalement, parce que dans toute opération de restructuration, c'est par ça qu'on commence, c'est de voir comment et dans quelles conditions les gens étaient par rapport à leur situation administrative. Ensuite, la deuxième partie aurait consisté, si j'étais resté là, à regarder les espaces de travail des gens. Quels sont les bâtiments? Vous êtes dans ce bâtiment. Mais on se rappelle, il y a encore quelques années, lorsque la RTG était là-haut, vous n'étiez pas ici à l'heure actuelle. C'est quand même confortable. Quand vous passez la journée ici, toute la journée ici, c'est bien que vous soyez dans des conditions à peu près... Même s'il y a des manquements, bien sûr, il y a toujours des manquements. Personne ne peut satisfaire tous les besoins. Mais au moins, vous avez quelques commodités agréables qui ont été réunies. Donc, assurer que l'ensemble des agents travaillent dans des conditions normales. C'est de cette manière qu'on restructure, qu'on met en place une dynamique de travail qui permet finalement de créer les conditions d'un meilleur rendement des agents. Voilà ce à quoi je me suis occupé dans la première partie de... Mais, Monsieur Donsima, lorsque vous avez fait payer les rappels aux fonctionnaires, ce qui a été très bien apprécié, on voudrait demander, vous avez trouvé l'argent où? Parce que, est-ce que l'opération avait été budgétisée en amont? Absolument. L'opération était budgétisée. Si vous regardez bien, l'opération était budgétisée. Et même si elle n'était pas entièrement budgétisée, on pouvait logiquement emprunter une partie de l'argent pour régler ça. Parce que si vous regardez bien la ligne, les budgets qui ont été adoptés dans le passé, vous verrez qu'il y a régulièrement eu une ligne qui était marquée rappel. Il y avait toujours une ligne rappel. Il y a toujours eu dans le budget de l'État, en tout cas pendant plusieurs années, une ligne qui était indiquée rappel. Au lieu d'avoir cette ligne-là et de la traîner en longueur et de régler le problème, si vous mettez, alors qu'on doit aux gens 100 milliards et vous mettez 10 milliards, 15 milliards en rappel, qui est payé? Seulement ceux qui ont accès à des copains dans les administrations. C'est eux qui se débrouillent pour faire avancer leur dossier et finalement d'obtenir le paiement de ce qu'on leur doit. Alors, les provisions qui n'ont pas été dépensées, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'elles sont revenues non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je vous dis bien, la ligne qui était budgétisée au départ était insuffisante. En discutant avec le ministre du Budget et le ministre de l'Économie à l'époque, nous nous sommes mis d'accord pour mettre un montant un peu plus important de façon à pouvoir payer une partie des rappels qui étaient dus. Et donc c'est cette réforme en fait que vous poursuivez maintenant que vous n'êtes plus au pouvoir, puisque vous parlez d'une fonction publique beaucoup plus allégée avec des départs à la retraite. C'est ce que vous avez déjà proposé. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a dans cette proposition. Beaucoup de gens ont peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, enfin 25 ans de fonction publique. Et à un moment donné, il n'est pas sûr que leur intérêt soit toujours de rester là et qu'ils n'ont pas déjà versé dans la routine. Je pense, et c'est pour ça que j'avais soutenu un programme de départ volontaire qui a été annoncé malheureusement et n'a pas été mis en œuvre. Beaucoup s'en plaignent d'ailleurs. Mais c'est un projet, à mon avis, qui aurait eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a déjà, 45-50 ans, il est à 5-10 ans de sa retraite, à 10 ans de la retraite, s'il a déjà eu la possibilité de construire une maison et de peut-être de voir ses enfants aller à l'université, etc., parfois il y a des gens qui se disent « j'ai envie de changer, je vais faire autre chose ». Et ce n'est pas forcément leur intérêt de rester à cet endroit. C'est, à mon avis, nécessaire de permettre aux gens d'avoir une opportunité de sortir de là
pour pouvoir faire autre chose. Et c'est en cela que ouvrir un programme de départ volontaire est une opération raisonnable. Parce que ça vous permet de garder dans l'administration, ce n'est pas des licenciements. C'est des gens qui disent, moi je ne suis plus intéressé à rester ici. Je vais aller faire autre chose. Et ce autre chose-là, il faut leur donner la possibilité d'aller le faire dans une séparation correctement traitée. Ils s'en vont. Ils s'en vont heureux, ils vont faire autre chose. Ils peuvent même devenir demain parmi les investisseurs de la petite entreprise que nous avons besoin de promouvoir parce qu'ils auront une certaine expérience administrative dans la conduite, dans l'organisation, etc. Et ils pourront aller faire autre chose. Donc, je crois que c'était vraiment une bonne orientation de faire cela. Et ça permet de garder dans l'administration ceux qui ont encore une motivation suffisante pour être là tous les jours et faire le boulot sans avoir des sauts d'humeur et les faire passer sur les administrés, c'est-à-dire sur les citoyens qui viennent dans un ministère, j'ai besoin de telle information, on les jette du trait de la main, on passe sur eux un moment de colère. Il vaut mieux garder des gens qui ont vraiment envie de rester là. Beaucoup de fonctionnaires ont souscrit, mais malheureusement aujourd'hui... Je le regrette bien. Mais pourquoi cette réforme n'a pas fonctionné? Parce que d'aucuns disaient que ce que l'État prévoyait pour le départ à la retraite n'était pas suffisant. Non, ce n'est pas ça qui a été l'objet. Je pense que d'autres considérations sont intervenues, mais je pense, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient vraiment exprimé l'envie de partir et qui étaient intéressés à faire autre chose. Et si d'ailleurs, je vous assure, si nous voulons avoir demain une classe de petits investisseurs et de petites entreprises gabonaises, c'est de ce côté qu'il faudra la chercher. Parce que parmi ces gens-là qui vont partir, beaucoup seront des gens mûrs, des hommes et des femmes mûrs, qui auront dépassé les 40 ans, 40, 45 ans, et qui n'auront pas envie de jouer à la roulotte. C'est-à-dire qu'ils vont bien penser un projet et se dire, bon, je pars, payez-moi une indemnité de séparation, donnez-moi un complément pour partir, et ce complément-là, le package réuni, ils auront envie d'aller l'investir d'une façon satisfaisante. Mais si vous me donnez la possibilité de le dire, je voudrais dire ceci. Moi, je n'étais pas dans une logique d'un programme de départ volontaire simple. Pour moi, l'État aurait dû, dans le cadre de ce programme de départ, mettre des incitations derrière. Par exemple, si vous êtes deux collègues, comme vous êtes là, des gens de la communication, et vous décidez de partir, à mon avis, l'État aurait eu intérêt à vous donner une bonification si vous acceptez de mettre, par exemple, ensemble 50% de vos indemnités. Vous dites, moi je mets 50% et l'autre dit, moi aussi je mets 50%. Nous allons monter une petite boîte de communication. Nous avons eu une expérience dans l'administration, mais maintenant on va le faire à notre propre compte. Vous mettez 50 et 50, très bien, mais l'État doit bonifier, doit dire, pour vous accompagner, je mets un bonus qui vous aide à avancer. Voilà comment je concevais la chose qui aurait dû être un moyen de booster la création d'entreprises, la petite entreprise, et de continuer à promouvoir la prise en main de l'économie nationale par les Gabonais. Monsieur Ndongsima, à vous suivre, on se rend à l'évidence, la promotion du bien-être, l'amélioration du bien-être est un objectif essentiel de votre projet de société. Vous voulez, à l'entame de votre magistère, procéder à une définition des normes de l'habitat en phase avec les objectifs de santé. Dans quel cadre technique et juridique tout cela va s'organiser? Il faut d'abord rappeler ce que ça veut dire. J'ai parlé tout à l'heure de normes en matière scolaire. Je crois qu'il faut partir du commencement. Au commencement, nous naissons. Nous vivons quelque part et nous grandissons dedans. La famille est donc le commencement de la société. Il faut que la famille soit logée dans des conditions raisonnables et décentes. Un enfant, regardez, dans les quartiers mal intégrés de la ville de Libreville ou d'autres villes, quand les saisons de pluie vont revenir bientôt, qui ne se souvient pas de ce qui se passe parfois dans les nuits, où des inondations surprennent certains quartiers, un enfant qui a passé la nuit à déplacer son lit, à déplacer ses effets, parce que la pluie a créé une inondation, a totalement envahi sa maison, cet enfant-là, quand il va à l'école le matin, et il arrive dans sa salle de classe, à votre avis, quelle est sa capacité à suivre le cours qu'on va lui dispenser? Pas très grande, parfois même nulle. Il faut donc que nous commencions par le commencement. Et le commencement, c'est le logement de la famille.
Il faut que nous définissions une norme dans ce domaine. Quelle est la taille moyenne de la famille? Quel est l'espace vital que nous connaissons, que nous concédons à cette famille? Quel est l'espace que nous mettons à la disposition de cette famille? C'est ça la première norme. Et cette norme-là, elle débouche sur la deuxième. Si nous avons des logements qui sont de cette taille, c'est le logement d'habitation cette fois. Vous voyez, je parlais des salles de classe. Mais maintenant, non seulement il faut envisager la question des salles de classe, mais il faut envisager la question des logements, logements sociaux. Logements sociaux parce que pour ce qui est des logements d'un niveau plus élevé, on peut encourager des promoteurs immobiliers à se lancer dedans, ils en ont la capacité. Mais pour ce qui est des logements sociaux, l'État ne peut pas se défiler, il doit s'investir dedans. En définissant des normes. Et ces normes-là se combinent avec les normes des salles de classe et autres qui disent, si nous avons un espace dans un quartier, si nous avons tant de personnes, ben ça implique que nous devons avoir tant de salles de classe dans ce quartier. Ça doit marcher ensemble. Et comme ça marche ensemble, et que vous ajoutez la contrainte qu'aucun enfant ne doit aller à plus de 30 minutes à pied de là où il habite pour aller à l'école, ça veut dire que vous permettez aux familles de faire un gain dans leurs dépenses, dans leur budget familial. Exact. Parce que si vous avez 2 enfants, 3 enfants qui vont à l'école le matin, il faut leur donner 500 francs à chacun ou 1000 francs. Au bout du compte, la famille dépense 50, 60, 75 000 francs pour le transport des enfants. Et bien ça se traduit par des demandes d'augmentation de salaire. Faisons le problème à l'envers. Veillons à ce que, à l'occasion du règlement de la question du logement, puis de l'école, dans ces écoles, on met des cantines, on annule la question du transport des élèves, on annule la déperdition scolaire liée à la surcharge, et on améliore dans la même chaîne, dans la même séquence, on améliore l'hygiène des enfants parce qu'ils se trouvent dans des logements décents. On améliore par la même occasion l'hygiène, c'est-à-dire la santé publique. Et finalement, on se met dans un système qui est vertueux parce que les uns réagissent sur les autres. Et c'est cet ensemble-là qui donne à l'économie sa force parce que vous faites des logements, vous faites des écoles, vous faites des cantines. Et vous diminuez les dépenses qui sont affectées au transport pour les réaffecter à la consommation des ménages et vous faites en sorte que le pouvoir d'achat des ménages s'améliore et finalement l'économie devient beaucoup plus forte. Monsieur Dansima, en tant qu'ancien Premier ministre, c'est quoi un logement social en termes de coût? Un logement social, ça coûte combien pour la construction et pour celui qui veut l'acquérir? Je ne suis pas en mesure de vous donner le prix d'un logement social. Je peux prendre le problème à l'envers. Je peux dire, si nous considérons que le salaire qui doit être donné à quelqu'un est de l'ordre de 150 000 francs, une personne qui a un revenu de 150 000 francs doit pouvoir affecter un tiers de ses revenus, c'est-à-dire 50 000 francs, à la location d'un logement. Voilà. Et ce logement est un logement social. 50 000 francs de loyer. Là, c'est le loyer ou bien l'achat? Non, je ne parle pas d'achat. Vous Donc savez, on sera des locataires alors? Bien sûr, je vous ai dit, attention, il faut séparer les choses. Okay. Au départ, on commence par veiller à ce que les gens habitent quelque part. Vous savez, vous pouvez avoir des gens qui sont des rentiers. Exact. Vous pouvez avoir quelqu'un parce que son père était quelque part, il lui a laissé une maison, donc il a les moyens. Parce que son père lui a laissé ça, que malheureusement son père est mort, mais il touche un loyer avec cette maison, même si c'est quelqu'un qui est simplement chauffeur ou bien qui occupe un emploi de ménagère, mais une ménagère peut avoir hérité de son père un logement qui lui permet d'en acheter un autre. Alors que vous pouvez être directeur, chef de service dans une administration et ne pas avoir la possibilité d'avoir acheté. Vous avez d'abord besoin de louer. Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre pays, malheureusement, nous avons fait les choses à l'envers. Parce que nous n'avons pas réussi à mettre en place les modèles explicatifs qui permettent d'agir. Par exemple, si vous allez dans les pays européens, le logement fait partie d'un dispositif économique qui a un premier marché et un marché secondaire. Vous avez un marché de la construction du logement neuf et vous avez un marché du logement qui est le logement de seconde main, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà habité à l'appartement, il le revend. Quand quelqu'un rentre dans la vie active, quand on commence à travailler,
on ne peut pas être en train d'acheter un logement quand on commence à travailler, parce qu'on n'a pas encore des économies pour ça. Exact. Donc, il faut commencer à louer. Sauf si vous avez des parents qui ont pu vous donner une maison. Mais pour les gens ordinaires, normaux, vous commencez par louer un logement. Et quand vous avez loué, en fonction du revenu que vous avez et de la taille de la famille que vous avez, vous allez commencer à prendre un logement peut-être qui est ce qu'on appelle habituellement un F3 ou un F4, c'est-à-dire un logement qui a 2 ou 3 chambres, parce que vous êtes un jeune couple qui a peut-être 30 ans, vous avez 1 ou 2 enfants, vous pouvez vous contenter de ça au départ. Et petit à petit, vous faites des économies et vous avez accumulé assez en économie pour constituer un apport personnel et aller emprunter de l'argent dans une banque pour acheter un logement. C'est une étape supplémentaire. Cette étape-là, vous pouvez vous orienter vers un logement neuf, comme vous pouvez aller vers un logement d'occasion, petit à petit. Donc, tout ça là se fait progressivement, comme vous pouvez partir au départ d'un premier logement. Généralement, les gens, dans beaucoup de pays, ils ont 2 ou 3 logements dans leur vie. Ils commencent la vie avec un petit appartement. Et puis, bon, quand ils arrivent vers la quarantaine, ils sont déjà un peu plus assis. Ils achètent un logement qui est plus cossu, plus gros, plus grand, plus beau, enfin, ce qu'on veut. Et ce logement, vous avez une grande famille encore, vous vivez avec eux. Et quand les gens arrivent au 3e âge, les enfants sont partis. Vous n'avez plus besoin d'avoir une maison qui a 5, 6, 7 chambres. Donc, vous cherchez une maison. Les gens du 3e âge, je parle en Europe ou en Amérique, les gens du 3e âge, ils se cherchent une maison qui est maintenant plus petite. C'est-à-dire que presque le studio, ils sont monsieur, madame, parce que leurs enfants travaillent, ils habitent avec, ce sont les garçons, avec leurs épouses, et s'ils sont des filles, avec leurs époux. Ils sont partis. Donc vous restez maintenant dans une maison. Si elle est trop grande, vous n'allez même pas vous retrouver dedans. Par conséquent, les gens recherchent maintenant un logement qui est plus petit. Et c'est là qu'on réalise que le logement qu'on avait pris au 2e stade, en réalité, est une économie. Parce que quand on vend ce logement, on récupère de l'argent. Soit on rachète un logement qui est plus petit, soit, bon, on achète un logement qui est plus cossu, mais qui coûte la même chose que ça. Si on achète un plus petit, on a une plus-value, on a une économie. Sinon, on achète quelque chose qui est plus cossu parce qu'on s'est fait plaisir, mais qui est plus cher, sauf que c'est plus luxueux. Voilà. Monsieur Raymond Ndansima, vous Olga convenez Confort. avec nous qu'on est là en plein dans le domaine social. Oui. Et puisqu'on parle du logement, alors Social, que j'ai indiqué à Logement 50 000 francs, plus la question m'a été posée. on est là-dedans. Alors, vous parlez du logement social. Oui. Vous, président de la République, quel type de logement proposerez-vous aux Gabonais en tenant compte des commodités, en tenant compte des dimensions que vous avez définies tout à l'heure par rapport à la taille de la famille, mais en tenant compte aussi du climat du pays? Je vous répète que si on part du revenu que les gens ont et qu'on pose correctement la question du budget de consommation de chaque famille, à mon avis, quelqu'un qui a un revenu de 150 000 francs devrait pouvoir se voir proposer un logement en location à 50 000 francs. Ce serait raisonnable. Maintenant, il faut poser la question aux architectes et prendre le problème à l'envers. Comment fait-on pour construire un logement dont le coût n'excédera pas en location 50 000 francs? Il y a 2 façons de poser le problème. Soit le coût de ce logement s'inscrit dans la durée, par exemple le logement est amorti en 20 ans au lieu des 7 ans, 10 ans que nous avons à l'heure actuelle. Donc on étale longuement dans le temps et on récupère un peu. Soit de toute façon, si on parle de logements sociaux, ça veut dire que l'État a nécessairement mis une partie des ressources pour bonifier les coûts de construction de ces logements. C'est obligé. Parce que sinon, si les coûts ne descendent pas, on peut. Personnellement, je suis très friand, très attaché, par exemple, à la brique de terre compressée. On n'en utilise pas beaucoup ici, mais il y a certains compatriotes ici et là, à l'intérieur du pays, on la trouve, artisanale ou bien industrielle. Bien. Mais cette brique de terre, elle permet de faire baisser les coûts. Parce qu'une maison qui a un brique de terre, elle n'a pas les enduits. Si vous allez dans Nzangon, à l'arrière là-bas, dans un premier temps, les premiers logements, une partie avait déjà commencé à être construit en briques de terre. Puis ça a été abandonné, je ne sais pas très bien pourquoi le projet n'a pas prospéré, mais en tout état de cause, des essais avaient déjà été faits. Maintenant,
dans ces logements à coût, à vocation, disons, pour des loyers modérés, il peut y avoir des offres minimales. Moi, je ne suis pas capable de répondre à ça. Ce sont les architectes, parce que c'est leur boulot de définir les standards en matière de normes d'habitation. Mais on peut parfaitement imaginer que pour faire baisser les coûts, la maison soit avec un sol lissé et non pas avec des carreaux, à charge pour la personne plus tard, quand elle est dans la maison, de se jeter ces carreaux et de voir ça. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez avoir une maison qui a un contreplaqué peut-être de 4 mm au départ, mais plus tard, lorsque la personne a pris du temps, elle peut décider de changer ce contreplaqué. Donc, je ne veux pas dire des choses qui seraient stupides du point de vue technique. Je crois que la question doit être posée aux architectes. Comment fait-on pour faire baisser le coût du loyer? Quels sont les matériaux qu'on peut utiliser? Et comment on fait pour que ça rentre dans telle enveloppe? Nous leur poserons la question quand nous serons en face des Exactement. architectes. Maintenant, au niveau des infrastructures, l'eau, l'électricité, les voiries, peut-être un schéma directeur. D'abord, il faut savoir que le progrès, l'un des plus grands progrès que l'Occident a réalisé est dans l'électricité. Je crois vraiment que nous avons besoin de mettre l'électricité partout dans tout le pays. Ça change considérablement, j'allais même dire radicalement, les conditions de vie des populations. Je ne parle même pas du téléphone, mais je dis simplement la conservation de la nourriture, des médicaments, hein, avoir un petit frigidaire parce que les gens sont malades, conserver les médicaments à certaines températures, etc., etc. La nourriture elle-même. Je crois qu'il est essentiel que nous ayons un programme d'électrification du pays qui couvre la totalité du pays. Ça, c'est important. Et il faut que cette électricité coûte le moins cher possible. L'électricité fait partie des investissements sur lesquels, bon, disons, l'électricité, c'est ce qu'on appelle un peu un bien rare. C'est-à-dire un bien, finalement, qui rentre dans la composition de tous les autres biens. Regardez où nous sommes là. Si le courant se coupe tout de suite, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de climatisation, ça s'arrête. Et partout où vous allez aujourd'hui, c'est difficile de trouver un produit qui n'a pas intégré, lors de sa production, un peu d'électricité. Donc, il est essentiel d'avoir un programme d'électrification qui soit le plus large possible. Il en est de même pour l'eau. L'eau est un bien nécessaire. Et ce n'est pas logique qu'un pays comme le nôtre, dont les 9 provinces sont baptisées du nom de 9 fleuves, même 10 fleuves, parce que même 11, même 12, quand vous prenez hein, le Haut-Ogooué, c'est un fleuve, l'Ogooué-Lolo, c'est l'Ogooué et la Lolo. Vous allez l'Angounié, c'est un fleuve. Vous allez la Nyanga, vous avez un fleuve. En fait, chacune de nos provinces est baignée par au moins un, sinon 2, 3, 4 fleuves. Est-ce que c'est normal que nous ayons des problèmes d'eau dans les villes où nous nous trouvons? Ce n'est pas normal. C'est quelque chose, c'est une aberration. L'eau devrait être... Nous ne sommes pas comme dans les pays du Sahel où les fleuves manquent, etc. Nous devrions avoir ici la disponibilité de l'eau à des prix qui sont relativement bas. Or, l'eau et l'électricité constituent des postes de dépenses énormes dans le budget de consommation des ménages. Donc, il y a là-dedans une source d'économie majeure pour que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Imaginez si on pouvait diviser la facture d'électricité des ménages par 2. Ça changerait, ça représenterait un gain de pouvoir d'achat. Vous allez remarquer que je suis tout le temps en train de raisonner en termes de gain de pouvoir d'achat et non pas en termes d'augmentation des salaires. Nous avons déjà des salaires élevés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les dépenses que nous faisons pour qu'il y ait des gains sur le pouvoir d'achat? Sur le plan de l'éducation, on avait abordé un petit peu, mais on revient sur la bourse, parce que vous voulez financer les études par l'État, alors pour redynamiser l'égalité des chances. Expliquez-nous-en un peu. Ça me gêne un peu quand on utilise ce slogan qui est le slogan de quelqu'un. Parler de l'égalité de chances aussi. Mais oui, il en a parlé. Il est exact que l'un des supports majeurs de ma proposition, c'est que nous devrions trouver des mécanismes de financement de la scolarité et de la formation. À l'heure qu'il est, il y a un certain nombre de déséquilibres sociaux dans notre pays. Certains enfants
ne disposent pas de moyens leur permettant d'aller jusqu'au bout des filières de formation qu'ils ont envie de faire. Si je prends un exemple, et je ne parle pas seulement de l'université, je parle des choses ordinaires. Un jeune homme qui va jusqu'en classe de 4e, mais ça ne marche pas très bien, et qui a besoin de travailler, il se dit, bon, ça ne marche pas bien, je ne parviens pas à avancer dans ma scolarité, donc je vais chercher du travail. Ce jeune homme a besoin, par exemple, d'aller passer un permis de poids lourd pour conduire les gros camions, pour conduire les remorques, etc. C'est un beau métier de conduire ces gros engins. Mais il n'a pas les moyens d'aller se payer l'auto-école qui lui permettrait d'acquérir la bonne qualification pour devenir un bon conducteur et augmenter ses chances à la recherche d'un emploi dans une société qui pourrait avoir besoin de conducteurs de poids lourd. Eh bien, il faut que même ce garçon ou cette fille puisse aller s'adresser à ce fonds pour emprunter le million ou les 2 millions dont il a besoin pour aller payer régulièrement l'auto-école, passer sa formation de conduite et lorsqu'il a obtenu le permis qui lui permet de travailler, de se rendre à la recherche du travail et dès qu'il commence à travailler, il rembourse progressivement, un peu, ce qu'il a touché, ce qu'il a aidé à venir là. Je tiens à ce qu'il rembourse parce que c'est un principe de responsabilité et c'est un principe de solidarité. Puisque lui, il en a bénéficié, on ne sait pas dans le futur si l'État sera toujours en mesure d'abonder, de fournir, d'alimenter ce fonds. Il vaut donc mieux s'assurer que les ressources que l'État met à un moment donné, on va essayer de les amener jusqu'à un certain montant, par exemple, je ne sais pas moi, 200, 300 milliards de francs, par exemple. Mais après, une fois que ce stock-là est fait, il faut que ce stock fonctionne et que ceux qui ont pris de l'argent remboursent cet argent à l'intérieur de ce fonds. Comme ça, on s'assure que dans le long terme, tous les jeunes qui viendront derrière, eux aussi auront la possibilité d'accéder à ces ressources. C'est un système de solidarité qui permet à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir soit des parents, soit d'autres soutiens particuliers de leur donner de l'argent, d'aller se financer et de rentrer avec des chances égales aux autres dans la vie professionnelle parce qu'ils auront obtenu les ressources auprès d'un fonds collectif qui financerait cela. Monsieur Raymond Dansima, vous, président de la République, quelle place réservez-vous aux médias dans leur ensemble? Surtout aux médias publics, parce que les médias publics sont taxés d'être à la solde des pouvoirs publics, et cela dépend de quel côté on se trouve. Vous en savez quelque chose. Alors, vous, président de la République, quelle place réservez-vous donc à ces médias et comment éviter ces pressions des pouvoirs publics? Je pense que les médias, bon, vous-même vous êtes là pour le constater. Dans la biographie que vous avez lue tout à l'heure, vous avez dit que j'ai écrit 2 livres en 1 an. Je vous fais observer que je n'ai été invité sur aucun plateau de télévision de médias publics en 1 an. Après avoir écrit 2 livres, je ne suis même pas sûr que nous soyons très nombreux à avoir écrit 2 livres en 1 an ici au Gabon sur l'économie gabonaise. Je ne traitais pas des questions extérieures, je traitais les questions de notre pays. Mais c'est un fait. Oui, les médias, vous avez besoin. D'abord, vous êtes une fonction très utile pour la collectivité. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu l'œil qui observe et qui doit mettre en évidence les anomalies ou les performances que l'on fait. L'œil ne peut pas seulement être critique, il peut être aussi l'œil qui met en valeur. Tu dis, bon, voilà, vous n'avez pas bien vu ça, voilà quelque chose qui est en train de se faire, qui est bien. C'est un travail remarquable que vous devez faire. Et je crois que dans cet esprit, il faut que l'on trouve les mécanismes permettant à la presse, aux médias, de s'affranchir en quelque sorte de la dépendance vis-à-vis de l'administration de l'État. Mais vous savez, c'est un peu difficile parce que c'est un système où finalement on se prend eux-mêmes. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous en affranchir? Est-ce que malgré ce que l'on peut établir comme dispositif, vous n'avez pas vous-même envie de vous mettre absolument en valeur auprès de tel ou tel responsable politique qui est en place et donc en quelque sorte de vous vendre à ses yeux, de vous rendre tout à fait intéressant pour lui, de sorte que ça joue sur la promotion. C'est le mécanisme de gestion de vos carrières qui est peut-être à l'origine
de cette situation. Puisque nous y sommes, quel On a mécanisme envie prévoyez-vous? d'utiliser un de vos termes que vous avez utilisé tout au long de la soirée. Prenons le problème à l'envers. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'homme politique, puisque c'est ce que vous évoquiez, L'homme qui politique, a... les hommes politiques qui a fait des pervertissent, journalistes les hommes ce politiques qu'ils sont. pervertissent les médias, c'est indiscutable. C'est indiscutable, les hommes politiques ont eu tendance à abuser de l'outil média pour pouvoir imposer des points de vue. Ça date de tout temps, mais des évolutions sont en cours. Vous savez, quand je suis allé étudiant en France en 1974, il y avait 2 chaînes de télévision, je crois, ou 2 plus une chaîne régionale. Quand vous allez aujourd'hui, vous voyez ce que c'est devenu. Donc peut-être qu'il faut encourager les médias privés à prendre de l'envol pour qu'il y ait une concurrence un peu plus forte entre vous et les médias. Et ça permettra peut-être que les gens se prennent eux-mêmes en charge et se disent nous ne pourrons pas continuer comme ça. Donc vous, président de la République, vous ne voudriez pas occuper la moitié des programmes? Vous ne voudriez pas occuper 20 minutes dans un journal de 30 minutes? Moi, si j'étais à cette fonction, non, je ne voudrais même pas qu'on parle de mon journal. C'est pas mon rôle là-bas. Je n'ai rien à faire au journal. Les gens n'ont pas à me supporter tous les jours. Quand ils sont dans leur famille, en famille, mais ils ouvrent la télévision, c'est moi. Après, c'est encore moi. Mais est-ce qu'ils m'ont invité chez eux? Il y a des moments où le président doit dire, bon, j'ai une déclaration importante à faire. Et cette déclaration-là, les gens savent que le président de la République va parler. La parole du président est lourde. Les citoyens doivent, à ce moment-là, savoir que, attention, celui qui nous commande tous, celui qui est chargé de conduire le pays, va nous parler. Mais pour le reste, je n'ai pas être l'intrus dans la famille des gens, parce que la télévision, c'est les gens qui s'invitent chez vous sans que vous les ayez invités. Le Premier ministre peut être plus présent que le Pardon? président. Le Premier ministre doit être plus présent que le président. Non, les hommes publics n'ont pas à s'imposer aux familles. C'est la presse, ce sont les médias qui doivent savoir dans ce qui se fait, ce qui est utile comme information à montrer à la population. Et c'est pour ça que la concurrence est nécessaire dans ce domaine. Parce que si ce que vous montrez n'est pas utile, ben les gens ne regardent pas ce que vous faites. Je ne vais pas vous dire qu'à l'heure qu'il est, vous regardez seulement les antennes paraboliques qui fleurissent dans Libreville. Regardez partout. Ça devrait vous donner un signal. Ça veut dire que les gens, actuellement, vont ailleurs. Ils ne vous regardent pas. Monsieur Raymond Dong-Simang, que les oreilles entendent. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin, plus que 7 minutes. Ah, merci. Au soir du 27 août prochain, Raymond Dong-Simang est déclaré vainqueur pour occuper le palais juste derrière vous en image. Quelle sera votre politique culturelle? La culture, les arts et la culture font partie de l'identité d'un peuple. Et ils font partie de la richesse intrinsèque de ce peuple. Et regardez sur le marché des arts traditionnels en Europe. Regardez à quel prix se vendent les masques Bakota, Fan pour nous sur les marchés internationaux. Et ça vous donne une idée de ce qu'est la place que la culture doit occuper. Pas seulement la culture. J'ai regardé les Jeux Olympiques l'autre jour. Nous y reviendrons tout à l'heure pour la partie sportive. Non, mais c'est important en matière d'art et culture, parce que ça va ensemble. Quand je regarde un pays comme la Jamaïque, regardez, mais pas seulement une scène ball, vous regardez tous les sportifs qui sont là. Vous dites, mais comment ils font ça? Ils ont investi ce domaine, ils se sont investis dedans et ils sont identifiés à travers ce domaine. Nous avons la possibilité de nous investir dans le sport, dans la culture, dans les arts et de nous identifier. Aujourd'hui, quand on dit masque Bakota, on ne voit aucun Gabonais. Si vous allez poser la question sur le marché international, les gens savent, bon, ça c'est un masque Bakota, mais personne ne fait le lien entre ce masque Bakota et le Gabonais que nous sommes. Donc, nous ne nous mettons pas en valeur par rapport à notre propre culture. Si je suis élu président de la République, premièrement, je veillerai à ce que dans chacune des provinces, on commence par mettre en place réellement un centre de culture un centre culturel qui ait la capacité de recenser, de récolter, de gérer, donc d'avoir la mémoire, donc d'avoir une antenne de musée qui permette de récolter ce qui fait notre identité. Mais il faut aussi que cela soit réellement enseigné dans nos écoles. Pas dévoyé comme on le fait maintenant. Parce que parfois, je regarde la télévision, je me dis, oh là là,
Mais ça, là, ça correspond à quoi maintenant? On ne sait plus finalement ces mélanges que l'on fait qui ne sont pas tout à fait sains. Alors peut-être qu'il naîtra quelque chose de ça, mais je pense que nous avons déjà une culture et des arts qui sont relativement anciens et développés. Nous gagnerions à passer du temps à bien les expliquer à nos enfants. Parfois, un enfant qui est du moins le Goué ne sait même pas ce qu'est la culture qui est dans le Goué Lolo ou bien qui est dans le Goué Vindo, à part les danses que l'on monte. Mais que savons-nous de la culture? Quelle est l'explication? Quelle est l'origine, etc. Je crois que nous devrions donner une place beaucoup plus importante aux arts, à la culture, à la connaissance de notre patrimoine culturel qui est énorme. Je crois que c'est cela. Justement, et en matière de sport, vous avez 1 minute pour nous dire quelle sera la politique sportive de Raymond Ndong-Simang, le caractère qu'il est. Il faut distinguer dans le sport. Il faut distinguer dans le sport 2 choses. Il y a le sport de masse et le sport de compétition. Nous avons besoin de faire du sport de masse parce qu'il participe à la bonne santé de la population. C'est nécessaire d'avoir donc des infrastructures permettant à chacun de pratiquer un sport qui lui assure, qui contribue à aménager sa santé. Mais nous avons aussi besoin, parce que nous avons une grande jeunesse, que nous sommes une jeune population, nous avons aussi besoin de promouvoir le sport de compétition. Et ce n'est pas le talent qui manque dans notre pays. Ce talent-là, il ne peut s'exprimer que dans un cadre de compétition pure, non pas dans les combines, parce que c'est toujours la même histoire. On fait une équipe de football, mais on ne peut pas prendre tel, c'est pas le cousin de tel, c'est pas ça, etc. À la fin, nous avons des équipes qui ne donnent aucun résultat, ni au football, ni au basket, ni au machin, parce que la sélection des sportifs ne se fait pas sur les critères de compétitivité, elle se fait sur les critères de proximité avec les gens qui sont là. Ça ne marche pas. Moi, j'étais un sportif, vous le savez. Je suis allé en compétition, dans des compétitions internationales, longtemps. Dans ces milieux-là, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de faveur en matière de sélection sportive. Vous voyez, Rio, c'est les meilleurs qui sont là-bas, ce n'est pas les autres. Donc, en matière de compétition, il faut promouvoir la compétition. Et ça participe à l'esprit de compétition de la population. C'est parce que les enfants, les garçons comme les filles, s'habitueront à avoir un esprit de compétition, qu'ils auront envie d'être les meilleurs à leur poste de travail. Le sport, ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi un esprit compétitif qu'on développe pour aller à la concurrence avec les autres et non pas être frileux. Nous avons peur que les Camerounais viennent, on a peur. Non, nous devons pousser nos enfants à être beaucoup plus compétitifs et il n'y a pas de meilleur moyen de les encourager à le faire que de les inciter à le faire dans le cadre de compétitions sportives. C'est cela que je crois. Merci Raymond Ndong-Simang de vous être prêté à cet exercice. Votre mot de fin au peuple gabonais qui vous regarde. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins. J'ai souvent dit ces derniers temps que nous étions arrivés à une période où nous devons faire des choix. Le choix de continuer à nous comporter comme nous le faisons depuis un certain temps, ou bien le choix de changer la façon de penser les choses dans notre pays, de les organiser et d'arriver à améliorer notre quotidien. Je suis convaincu que l'élection présidentielle qui va avoir lieu le 27, si elle a lieu, est une élection qui permettra à chacun d'entre nous de faire le choix du meilleur chemin possible que nous ferons pour les 7 prochaines années. Vous m'avez vu travailler, vous savez que je ne ménage pas mon temps ni ma charge. Je crois que vous pouvez me faire confiance et me confier le pays. C'est cela qui est mon dernier message. Je vais vous permettre de signer ce livre d'or qui va immortaliser votre présence à cette émission. Merci. Il faut que je choisisse mes lunettes comme vous.
Nous sommes le 19, non? Merci. Voici donc ce qu'écrit M. Raymond Ndong Simon en guise de signature. Voici venu le temps des choix, choix de changer notre trajectoire ou choix de continuer sur une voie qui nous conduit à une impasse. Signé Raymond Ndong Simon. Merci, monsieur, d'être venu prendre part à cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. La suite de cette série de débats, ce sera pour demain. Et notre invité sera monsieur Milama Mintogo. Je vous remercie. Bonne soirée et à demain. Je suis en train de parler, Lou. Donc, comme c'est ma fille Lou, elle va rentrer en CE2 comme votre fils. Donc, comme je vous le disais, c'est très important pour David de rassembler bien ses affaires le soir. Comme ça, il a toutes ses affaires en place, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, t'as oublié de mettre ma trousse dans mon cartable. Pardon, je me suis brûlé, excuse. Allez, fiche le camp. Non, 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 hop. Toi, tu restes là. Je veux plus de bagarre, hein? Pas de rien. On bosse, on rebosse. On arrête de lire des conneries. Ça fait 15 jours que c'est là. Ça prouve que t'es super attentif comme père. Bon allez, on y va. On va pas rester ici tout l'après-midi. Il a bougé. Chérie. Lieutenant Versini, pas de problème aux yeux, c'est grave. Quel problème? J'ai dit ceux du sèche-accueil. Désolé, c'est les lunettes. Est-ce que vous connaissez cette femme? Non. La clientèle, c'est le domaine de ma fille. Je vous y emmène si vous voulez. Non, attendez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vent de la campagne présidentielle continue de souffler à l'intérieur du pays, tout comme à Libreville, la capitale. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer notre édition d'information avec de la politique.
La désignation d'un candidat unique de l'opposition continue à faire des remous chez d'autres opposants. Parmi ces opposants à remettre en question cette démarche, Gérard Elangema qui a exprimé sa frustration au cours d'un point de presse auquel ont pris part Amour Kassa et Ludovic Bitegué. Rencontre avec les médias avait pour point d'orgue d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les procédures de désignation du candidat unique de l'opposition qui n'auraient pas été faites selon les règles de l'art en matière de démocratie. Qu'une commission soit mise en place sous la présidence de M. Zakari Mimboto, selon M. Boussi, qui avait pris l'engagement de contacter le reste des autres candidats sans que nous ne soyons véritablement contactés ni